Bonjour à tous, bonjour à toutes. D'abord toutes et toutes, excusez-moi. Et là, Amida a un petit souci de son, donc là, cette fois-ci, c'est moi qui prends la main. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir au nom du chapitre I3E, Sensor France, et surtout le plaisir d'accueillir Ulrich Legrand d'Electrocarbone, qui est au Canada. Il nous donnera un peu la météo tout à l'heure, ça va faire mal. Et surtout, c'est un ancien de l'Université de Bourgogne, et un ancien stagiaire aussi. Donc, c'est encore plus de plaisir que pour vous le présenter. Bienvenue, Ulrich. Je te Merci laisse la beaucoup. parole. Et on va passer, oui, donc ça, c'était la voix numérique d'Amida. On aura la suite tout à l'heure. Et on va passer la main tout de suite à la présentation d'Ulrich. Et après, la table ronde. Bonjour et merci de nous donner l'opportunité de faire cette présentation sur les nanomatériaux dans l'innovation en technologie environnementale. Tout d'abord, je vais donner un petit aperçu de mon parcours. En 2013, j'ai obtenu un master en nanotechnologie et nanobiosciences de l'Université de Bourgogne. Ensuite, je suis parti à Montréal et j'ai réalisé un doctorat en génie chimique à l'Université McGill. J'ai ensuite fait un premier post-doctorat à l'Université McGill, sponsorisé par Mitax, et un second post-doctorat principalement à Polytechnique, sponsorisé par Mitax et une compagnie All Nanotech. En parallèle, en 2019, j'ai cofondé la compagnie Electrocarbone sur la thématique du CO2 et dont je reviendrai un petit peu plus tard. De nos jours, nous faisons face à de nombreuses problématiques environnementales qui incluent la pollution de l'air, de l'eau, le changement climatique, la déforestation, la perte de la biodiversité et bien d'autres. Dans les dernières années, j'ai eu l'occasion de réaliser des travaux sur certaines thématiques clés, notamment la pollution de l'air, de l'eau et le changement climatique au travers des molécules d'eau et du CO2. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux projets sur lesquels j'ai travaillé dans les dernières années, d'un côté de l'eau et de l'autre du CO2. Donc, du côté de l'eau, c'est un projet qui a porté sur le développement des éponges nanoporeuses, un matériau carboné comme adsorbant pour faire de la capture d'eau atmosphérique, en collaboration avec Polytechnique Montréal, l'Université McGill, Orlando Tech et Mitax. De l'autre côté, avec Electrocarbone, c'est une technologie de réduction électrochimique du CO2 en produits à forte valeur ajoutée et en collaboration avec de nombreux partenaires académiques listés ici. Ces deux projets ont plusieurs thématiques communes qui sont l'application environnementale que l'on cherche, l'utilisation de nanomatériaux ou de matériaux nanostructurés pour donner un certain avantage, et aussi un aspect d'aller un petit peu à contre-courant de ce qui existe dans la littérature. Je vais commencer tout de suite avec la thématique de l'eau, donc la capture d'eau. Sur notre planète bleue qui est composée à 70% d'eau, eh bien, on a une très sévère inégalité dans la répartition de l'eau. Notamment en 2019, on avait 2,2 milliards de personnes qui n'avaient pas accès à de l'eau potable et 4,2 milliards de personnes sans service sanitaire correct, ce qui représente plus de la moitié de la population mondiale. Sachant que le changement climatique va empirer cette situation. Le changement climatique va aussi augmenter les concentrations d'eau qui se situent dans l'atmosphère et cette eau, donc sous forme d'humidité, qu'on va être capable de capturer avec l'aide d'un adsorbant d'eau et délivrée sous forme d'eau potable. On avait identifié les différentes caractéristiques pour qu'un adsorbant puisse être appliqué à une échelle industrielle et qui sont notamment un faible coût dans la production du matériau, une certaine cyclabilité, donc qui est en fait la stabilité dans les cycles d'absorption et de désorption du matériau, un fort potentiel de mise à l'échelle du procédé de synthèse, une forte
capacité de capture d'eau du matériau, ainsi qu'une efficacité énergétique, et notamment durant l'étape de désorption, quand il faut libérer l'eau du matériau. Il existe des adsorbants dans le commerce et dans la recherche qui sont connus, qui sont notamment le gel de silice, donc ces petites billes qu'on retrouve généralement dans les boîtes de chaussures, par exemple, pour s'assurer que ça reste bien sec. Ce gel de silice est généralement très peu dispendieux et largement disponible commercialement. Par contre, il y a des désavantages de l'utiliser, qui sont notamment une température de régénération importante, avec une dégradation entre les cycles d'absorption et de désorption, ainsi qu'une hystérèse importante, aussi entre l'absorption et la désorption. D'un autre côté, plus du côté recherche, on a ce qu'on appelle les Metal Organic Framework, ou les MOF, qui eux sont des matériaux qui sont capables d'avoir des propriétés sélectionnées de façon extrêmement précise et des capacités de capture d'eau très importantes qui peuvent aller à plus de 1 kg d'eau par kilogramme d'adsorbant sec, et ça grâce au choix des précurseurs chimiques pour réaliser le matériau. Par contre, il y a aussi des désavantages parce qu'on est dans une chimie extrêmement fine, c'est des procédés de synthèse extrêmement longs et complexes qui rendent difficile la mise à l'échelle du procédé. Aussi, certains de ces MOF font face à des problèmes d'instabilité hydraulitique, donc de dégradation en présence d'eau du réseau ionique, et donc qui dégrade les performances d'eau, de capture d'eau. Donc face à ces deux matériaux connus, nous, on a eu comme idée de développer des nouveaux matériaux à base de carbone qui soient stables et économiquement viables. Donc, pour un petit rappel, comment ça se passe l'absorption d'eau dans un matériau? Donc, c'est par condensation capillaire avec des pores nanométriques. Notamment, pour la condensation capillaire, par exemple dans le gel de silice, on parle de domaine mésoporeux. Donc, un petit rappel, mésopore entre 2 et 50 nanomètres. En dessous de 2 nanomètres, c'est microporeux. Au-dessus de 50 nanomètres, c'est macroporeux. Donc, par exemple, dans le gel de silice, la condensation capillaire, comment ça fonctionne? C'est des couches monomoléculaires d'eau qui viennent s'absorber au fur et à mesure qu'on augmente l'humidité relative, jusqu'à ce qu'il y ait un genre de ménisque qui vienne rejoindre l'ensemble des couches moléculaires, et une diffusion qui vient remplir l'ensemble des pores. Ça, c'est un procédé, un mécanisme qui a lieu plutôt dans un matériau hydrophile comme le gel de silice. Par contre, ce n'est pas trop le cas dans un matériau carboné qui est plus hydrophobe. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour obtenir une condensation capillaire réversible, donc minimiser l'hystérèse entre l'absorption et la désorption, il faut se placer à une taille de pore critique en dessous de 2,2 nanomètres, ce qui est 35 000 fois plus fin qu'un cheveu. Donc, dans un matériau carboné, pour réaliser de l'adsorption, en fait, c'est un peu différent, et c'est le modèle de Do qui décrit très bien ce mécanisme. Un matériau hydrophobe comme le carbone va avoir plusieurs groupements fonctionnels dispersés sur sa surface qui vont attirer l'eau. Donc, un groupement fonctionnel va commencer à attirer de l'eau, et plusieurs molécules d'eau vont former une genre de petite bulle d'eau qui va grossir autour de ce groupe fonctionnel au fur et à mesure que l'humidité relative va augmenter, jusqu'à ce que certains clusters d'eau se séparent et viennent remplir les micropores, les mésopores et enfin les macropores de notre adsorbant. Donc, en se basant sur ce principe d'adsorbant de carbone, on a développé nos éponges nanoporeuses qui sont
formé à partir de une résine bien connue, à partir de résorcinol de formaldéhyde et un petit catalyseur du carbonate de sodium qui peuvent être, synthétisés par chimie humide à 80 degrés Celsius pour former cette résine vitreuse que nous, on réduit en poudre et qui est naturellement poreuse en fait. Naturellement des pores qui, par pyrolyse en environnement inerte à 700 degrés Celsius, on va venir rétrécir à la taille désirée en dessous des 2,2 nanomètres pour obtenir nos NPS, comme ce qu'on peut voir ici, où la petite barre rouge représente les 2,2 nanomètres et la majorité des pores se situent donc dans le domaine plutôt microporeux. On a aussi voulu ajouter différentes fonctionnalités à nos NPS, que ce soit par de l'oxygène ou de l'azote, parce que je le rappelle, comme précédemment, je l'ai dit, ce sont les groupements fonctionnels qui vont jouer de promoteur à l'absorption d'eau dans un absorbant hydrophobe comme le carbone. Donc, on a estimé les coûts de synthèse de notre procédé, notamment en partant des précurseurs, les résorcinol, le formaldéhyde, aussi le liquide qu'on utilise, les solvants, le gaz et l'électricité durant la pyrolyse. Et on a pu déterminer entre 15 et 40 $ US du kilogramme à une échelle laboratoire, sachant que ces coûts pourront sans doute diminuer lors d'une mise à l'échelle industrielle. Ce qui peut être comparé par rapport au gel de silice, qui est donc, comme je l'ai dit, largement disponible commercialement en dessous de 10 $ US du kilogramme, et des MOF qui, eux, sont plus en termes laboratoires avec des difficultés, et que même en prenant en compte les mises à l'échelle qui pourraient atteindre éventuellement les 100 $ US du kilogramme, mais qui sont actuellement plutôt disponibles au-dessus de 10 $ US du gramme, ce qui est plutôt dispendieux. Pour tester les propriétés de capture d'eau de notre matériau des NPS, nous avons développé une chambre environnementale par nous-mêmes en fait. Cette chambre environnementale, elle nous permettait de contrôler l'humidité relative et la température au sein de la chambre, tout en suspendant notre échantillon de poudre sous une balance de précision. Ainsi, on pouvait enregistrer en temps réel les variations de masse de notre échantillon et pouvoir redessiner un isotherme d'absorption et de désorption. Cette chambre environnementale était complètement automatisée et pouvait être contrôlée à distance, ce qui était pratique durant les temps de la Covid. On a pu obtenir des isothermes d'absorption et de désorption pour nos différents échantillons, ce qui avait été calibré par rapport au gel de silice. Ce qu'on a obtenu, c'est pour le NPS et le ONPS, donc fonctionnisé avec l'oxygène, c'est des isothermes d'absorption de type 5, selon la classification de l'UPAC, avec extrêmement peu d'hystérèse pour la désorption et des capacités maximales d'absorption comprises entre 0,15 et 0,20 kg d'eau par kilogramme de matériaux. Par contre, quand on a ajouté des groupements azotés, on a eu des comportements complètement différents, avec des isothermes de type 6 et une hystérèse de type H3. Et donc, on s'est plutôt intéressé par la suite au NPS et au ONPS. L'azote ayant un effet de modifier les structures des pores, fort probablement. On pouvait aussi comparer au gel de silice de type A qu'on a obtenu commercialement et qui
possède une très forte hystérèse durant la désorption, et cela dû à une forte interaction, une forte affinité entre la surface de la gel de silice et les molécules d'eau. Donc, en prenant nos isothermes d'adsorption, on a été capable d'appliquer le modèle de dos et d'eau que je présentais précédemment, et qui prend en compte la concentration de groupements fonctionnels à la surface de notre matériau qui vient réagir avec les molécules d'eau, ainsi que des constantes d'équilibre, le nombre maximal de molécules d'eau qu'on peut placer autour d'un seul groupe fonctionnel, ainsi que la taille des petits clusters qui viennent se détacher. On était capable d'obtenir de très très bons fits entre nos isothermes d'absorption et ce modèle, et ça nous a permis notamment de déterminer que les groupements fonctionnels qui participaient réellement à l'absorption, c'était les groupements fonctionnels hydroxyle OH, ce qui fait du sens parce que ils ont une forte affinité par une liaison hydrogène avec les molécules d'eau. Notre matériau, donc NPS, on l'a placé dans notre chambre environnementale et on a fait des cycles pour étudier sa stabilité. Donc, comme vous pouvez voir ici, sur une centaine de cycles qui étaient réalisés entre 5 et 95% d'humidité relative, sur un échantillon de 5 grammes environ, on n'a pas de perte notable de capture d'eau, sachant que chaque cycle a été réalisé sur des durées de 6 heures. On a aussi étudié les températures de désorption avec un autre setup qu'on a construit. Donc, ça consistait avec une colonne où on plaçait notre échantillon en poudre plein d'eau, et cette colonne avec un élément chauffant où la température pouvait être contrôlée. On a pu voir qu'à une température aussi basse que 55 degrés Celsius, on était capable de délivrer toute l'eau en fait, qui était ensuite condensée et récupérée. Donc, une faible température de désorption peut être reliée avec une faible énergie de désorption. Par comparaison avec le gel de silice, qui a une température de désorption bien plus importante, comprise entre 120 et 150 degrés Celsius, pour obtenir une désorption complète. Certaines applications préfèrent travailler à des températures plus basses, comme 60-90 degrés Celsius, mais avec des désorptions incomplètes du gel de silice. On a ainsi comparé notre travail avec ce qu'il y avait dans la littérature. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce tableau, mais brièvement, qu'est-ce qu'on a pu voir? C'est qu'on était un peu en dessous en termes de capacité de capture d'eau par rapport principalement à des MOF, mais on avait un certain avantage de température de désorption et de stabilité dans les cycles d'absorption et de désorption. En conclusion, sur cette partie, on a été capable de développer un matériau avec des propriétés nanométriques, donc des tailles de pores de 1,5 nanomètres, avec un coût de synthèse avantageux, une excellente cyclabilité, fort potentiel de mise à l'échelle, une très bonne efficacité énergétique, une faible température de désorption. Et concernant la capacité de capture d'eau, eh bien dans la littérature, on a été capable de trouver des méthodes qui pourraient potentiellement aider à augmenter jusqu'à 0,5 kg d'eau par kilogramme d'adsorbant, capacité de capture d'eau, notamment par activation par KWH ou CO2. Donc, ça vient conclure la partie de l'eau, et je vais donc passer à la thématique de CO2. Avant cela, je vais pouvoir indiquer que dans les perspectives d'études de nos NPS, on étudie aussi les aspects thermodynamiques et cinétiques pour des études qui vont prochainement être publiées, et notamment pour déterminer si
un adsorbant à faible capacité, à plus faible capacité de capture d'eau peuvent être thermodynamiquement et cinétiquement compétitionner avec des adsorbants bien connus. Donc la réponse est oui, on a été capable de le déterminer, puis ça va être publié prochainement. Donc pour la thématique du CO2, donc le CO2, le CO2 est émis massivement industriellement et par les transports et un des principaux responsables du changement climatique que l'on observe de nos jours, avec des vagues de chaleur, la fonte des glaciers qui vont conduire à une augmentation des niveaux des océans, des sécheresses et aussi des inondations. Il existe plusieurs façons pour remédier et diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, notamment par les énergies renouvelables, l'électrification des transports et des procédés, ainsi que des nouvelles technologies qui sont mises en place, et notamment par exemple la capture de CO2. Donc capture atmosphérique ou bien capture directement à la sortie d'une cheminée industrielle. Par contre, une des questions récurrentes qui revient sur le CO2 qui est capturé, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce CO2? Eh bien, il existe des applications comme par exemple le mettre dans des boissons pour en faire des boissons gazeuses, l'injecter dans des serres pour faire pousser les fruits et les légumes, le stocker de façon euh, plus ou moins durable dans des cavités souterraines, ou bien une technique qu'on appelle Enhanced Oil Recovery, EOR, où on vient injecter du CO2 dans le sous-sol pour aider à extraire plus de pétrole et qui va être utilisé et qui va contribuer à émettre plus de gaz à effet de serre. Donc on peut sans doute faire mieux que ça et c'est pour ça que on s'intéresse nous à la conversion du CO2 et notamment à la conversion électrochimique du CO2. Je vais commencer par faire quelques petits rappels en électrochimie et notamment d'un point de vue d'électrolyse. Donc dans l'électrolyse, on vient appliquer un courant électrique entre deux électrodes, une cathode et une anode. Une cathode où on va avoir une réaction de réduction, consommation d'électrons, et à l'anode, une réaction d'oxydation, génération d'oxygène, et une génération d'électrons qui vont fermer la boucle électrique. On a aussi une membrane échangeuse d'ions qui va permettre entre les deux compartiments d'avoir un transport des ions et qui va aussi permettre d'isoler électriquement les deux électrodes. On a aussi un électrolyte, possiblement liquide, qui va assurer la conduction des ions et le transport des produits qui sont générés durant l'électrolyse. On a plusieurs familles de catalyseurs qui peuvent être utilisés et notamment 3 familles de métaux, de façon simplifiée, on va dire. La première famille, c'est des métaux tels que l'argent, l'or, le zinc, le gallium, le platine ou le palladium, qui eux vont favoriser la conversion du CO2 vers le monoxyde de carbone, le CO. Le CO, pour pouvoir l'utiliser industriellement, il faut l'associer avec de l'hydrogène vers idéalement pour que le bénéfice environnemental soit positif, pour en faire du gaz de synthèse. Et le gaz de synthèse doit passer à travers un procédé Fischer-Tropsch pour en faire des combustibles comme du méthanol ou des produits un peu plus complexes. Par contre, avec cette multiplicité de procédés qui sont tous assez intensifs énergétiquement, l'aspect économique est un peu plus difficile quand on fait passer du CO2 vers le CO. Ça n'empêche pas plusieurs groupes et entreprises de s'y intéresser quand même. On a ensuite le cuivre, qui est en fait le seul métal capable de transformer le CO2 en composés C2 et C3
qui contiennent donc des chaînes de 2 ou 3 carbones, tels que l'éthanol, l'éthylène, le N-propanol, etc., etc. Il y a eu comme une vingtaine ou une trentaine de produits différents qui ont été identifiés à partir du catalyseur de cuivre. Le problème qui vient avec le cuivre, c'est en termes de sélectivité, parce qu'on est capable de générer beaucoup de produits différents, mais c'est important de pouvoir en faire un seul efficacement. Et enfin, la dernière famille de métaux comprennent l'étain, le plomb, le bismuth et l'indium pour faire de l'acide formique ou les sels de formate conjugués, sur lesquels à Electrocarbone, donc la compagnie que j'ai cofondée, on s'intéresse pour les aspects de performance électrochimique, aussi l'aspect économique qui est particulièrement intéressant. Je vais faire un petit aparté sur les applications industrielles de l'acide formique et des sels de formate. Donc l'acide formique qui est utilisé pour préserver la nourriture du bétail dans l'industrie agroalimentaire, ou aussi dans les textiles et dans les produits de nettoyage industriels et ménagers. Et les sels de formate, qui sont donc le sel conjugué de l'acide organique, qui sont eux utilisés comme agent déglaçant pour les pistes d'atterrissage, pour leurs propriétés non corrosives sur les trains d'atterrissage, et aussi parce qu'ils sont bénéfiques pour l'environnement. Et aussi, ils peuvent être utilisés dans des liquides de forage pour s'assurer de l'intégrité du puits durant le forage. Donc, après cet aparté, quelles sont les réactions électrochimiques qui se déroulent? Eh bien, du point de vue au niveau de la cathode, si on prend un catalyseur avec des nanoparticules, ici un exemple avec des nanoparticules d'étain, eh bien en fait, qu'est-ce qui se passe? On va avoir une molécule de CO2 et une molécule d'eau qui, elles, vont venir s'approcher de notre nanoparticule métallique. Donc, bien sûr, les mécanismes que je vais présenter là sont extrêmement simplifiés parce que les mécanismes réels sont très complexes et sont encore sujets à débat. Donc, en fait, notre molécule de CO2 vient s'absorber et des électrons vont aider à comme plier et casser la molécule de CO2 jusqu'à ce qu'il y ait un hydrogène qui vienne se greffer de la molécule d'eau vers notre molécule de CO2 et nos produits viennent être libérés. Donc on a une molécule de CO2 et d'eau qui vont produire du formate et de l'hydroxyde. Cet hydroxyde va en fait passer à travers la membrane et atteindre l'anode. L'anode qui est généralement faite de nickel, qui est efficace comme catalyseur pour transformer les hydroxydes en oxygène et en eau. Donc, quand j'ai parlé de catalyseur à la cathode, ça consiste en nanoparticules métalliques qui sont dispersées sur des substrats graphitiques aussi à l'échelle nanométrique afin de créer une bonne dispersion des nanoparticules et d'avoir une excellente surface disponible pour l'électrolyse. En ayant ce genre de catalyseur à l'échelle nanométrique, on est capable d'obtenir des performances électrochimiques qui rattrapent les cibles et qui même dépassent les cibles commerciales en termes de performance électrochimique. Donc ces performances peuvent se résumer en termes de densité de courant, que dans le courant qui passe à travers les électrodes et qu'on arrive à atteindre entre 200 et 250 mA par centimètre carré, l'efficacité de Faraday, qui est donc le rapport entre ces électrons participant à la réaction électrochimique produisant un produit spécifique et la totalité des électrons passant à travers l'électrode, on arrive à atteindre plus de 90% vers le format.
la tension de cellule qui correspond directement à l'énergie requise pour alimenter la cellule électrochimique et qu'on veut la plus basse possible, et aussi la stabilité, donc maintenir ces performances électrochimiques le plus longtemps dans le temps, en fait. On s'est aussi intéressé à travers une étude à l'effet de l'empoisonnement des catalyseurs. Donc, notamment une étude avec Fraunhofer et Polytechnique Montréal, sur laquelle on a déterminé que dans les études de littérature, le CO2 est généralement injecté le plus pur possible pour éviter ce genre d'effet, mais dans la réalité, il peut toujours y avoir des traces de contaminants. Et d'un point de vue théorique et d'études de littérature, on s'est demandé quels sont les contaminants qui pouvaient être les plus néfastes pour nos types de catalyseurs. On a été capable de déterminer principalement 4 types de contaminants qui sont l'oxygène, les SOx, les NOx et les petites particules de matière qui sont difficiles à être filtrées. Et ça, en fait, ces contaminants, comment ils agissent? C'est soit en empoisonnant le catalyseur, soit en encrassant la surface, donc en se déposant et en bloquant physiquement les sites actifs, ou bien en venant, comme par exemple les SOx et les NOx, en venant modifier la surface ou le solide des catalyseurs, donc la chimie de surface, qui peuvent être modifiées. Donc, c'est un aspect important quand on s'attelle à l'électrolytion du CO2 d'un point de vue industriel, on va dire. Je voudrais aussi aller un petit peu au-delà du simple catalyseur. Donc, on a montré qu'on a un très bon catalyseur d'un point de vue nanométrique, mais il existe un certain gap entre le catalyseur électrochimique et un électrolyseur commercial et fonctionnel. Et ça, c'est au niveau de la cellule électrochimique. Pour vous donner un exemple, entre 2007 et 2017, il y a eu plus d'1 millier d'articles de recherche qui ont été publiés sur la thématique de l'électroréduction du CO2. Plus de 98% de ces articles ont été réalisés sur des cellules de configuration H. Donc, comme montré sur la figure de gauche, où en fait c'est un système extrêmement simple avec 2 électrodes séparées, qui est pratique pour tester un grand nombre d'échantillons, mais qui est très difficile pour être mis à l'échelle, avec lequel on a uniquement des petites électrodes sur lesquelles on peut travailler, et qui aussi ont des problèmes en termes de transport de masse du CO2 vers l'électrode. Donc, on a identifié un véritable besoin de développer et d'optimiser des cellules à écoulement pour le CO2 pour la commercialisation et la mise à l'échelle. Dans ce cadre-là, en fait, on a déterminé des configurations favorables de cellules électrochimiques, mais on a aussi identifié des problématiques qui venaient avec. Je discutais tout à l'heure du transport de masse du CO2. Par exemple, un moyen d'améliorer cet aspect est de placer une couche de diffusion gazeuse avec un catalyseur déposé dessus à l'interface entre notre CO2 gazeux et notre électrolyte liquide. Quand on fait ça, on peut avoir un meilleur transfert de CO2. Mais aussi, on s'aperçoit qu'avec un milieu poreux entre un liquide et un gaz, on peut, avec des différences de pression, on peut avoir des problèmes de ce qu'on appelle donc de cross-flow, donc de passage du liquide vers le gaz ou du gaz vers le liquide, qui va affecter les performances électrochimiques et potentiellement endommager les cellules et le système. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Dans ce cadre-là, on a réalisé une étude publiée récemment en collaboration avec Polytechnique et l'Université de Toronto pour déterminer un modèle théorique
afin d'éviter ce phénomène que je vais présenter brièvement dans les prochaines slides. Donc, l'une des premières étapes de ce modèle était de déterminer les conditions de pression pour prévenir ce phénomène de transfert de liquide et de gaz. Et ça, c'était grâce à une variation de l'équation de Washburn qui prend en compte les propriétés de tension de surface, de mouillabilité, et de taille de pore de couches de diffusion gazeuse commerciale. Donc, on était capable de déterminer des pressions favorables entre -5 et +5 kilopascal. Et donc, pour résoudre ce problème en particulier, on s'est intéressé du côté du CO2 à un type particulier de motif pour faire diffuser le CO2 qu'on appelle un Z-manifold et dont les équations sont connues dans la littérature, ont été résolues de façon exacte par un chercheur dans les années 2010 et qu'on a utilisé pour créer en fait des distributions en 2 dimensions de la pression du côté du CO2. On a fait cela aussi de la même façon du côté de l'électrolyte liquide avec une simple équation de Darcy-Weisbach pour un liquide passant à travers un compartiment ouvert sur des surfaces allant de 10 à 5000 cm², et on a étudié les différentes distributions de pression de ce côté-là. Du coup, il suffisait après, pour étudier du côté de l'interface, de faire la différence entre les deux distributions de pression. Aussi été capable d'appliquer ce modèle sur un empilement de cellules, parce que on peut étudier une cellule seule, mais un système fonctionnel, ça utilise un empilement de cellules qui fonctionne en parallèle, donc avec des entrées et des sorties qui se rejoignent pour un fonctionnement en parallèle, c'est ça. Et donc, on a été capable d'appliquer notre modèle théorique sur l'ensemble de cellules. Et je vais donner un exemple de résultat, par exemple. Sur une cinquantaine de cellules qui faisaient 10 cm², on a appliqué notre modèle pour chaque cellule et on a trouvé des conditions favorables pour éviter ce phénomène de transfert de liquide et de gaz au sein de la couche de diffusion gazeuse en termes de débit de CO2, de catalyte, de pression à l'entrée des gaz et liquides. Pour conclure cet aspect de CO2, ce que j'ai présenté donc des catalyseurs électrochimiques à une échelle nanométrique qui possèdent donc des avantages par rapport, on va dire, à des électrodes solides pour atteindre des performances électrochimiques commerciales. Par la suite, on va vouloir continuer à mettre la mise à l'échelle de la technologie avec des systèmes de plus en plus grands qui vont entraîner des défis technologiques que nous allons devoir résoudre au fur et à mesure des mises à l'échelle. Donc, défis qui sont pour le moment relativement confidentiels. Donc, pour conclure l'ensemble de cette présentation, j'avais évoqué cet aspect nanométrique pour les technologies environnementales. Et donc, dans les deux cas, autant pour l'eau que pour le CO2, cet aspect nanométrique nous donne des avantages. Pour les NPS, c'était une taille de pore de 1,5 nanomètres qui nous permettait d'obtenir une absorption et désorption réversible et ainsi d'avoir un procédé avec des faibles demandes énergétiques. Du côté du CO2, ça nous a permis d'obtenir des catalyseurs qui atteignent des performances électrochimiques
qui est avec des cibles commerciales. Donc, je souhaiterais particulièrement remercier professeur Jason Tavares de Polytechnique Montréal, avec qui j'ai collaboré sur le projet de capture d'eau, et aussi mon partenaire d'affaires Martin Larocque, avec qui j'ai cofondé Electrocarbone, avec qui je continue de travailler sur ce projet particulièrement intéressant. Je voudrais aussi remercier tous nos contributeurs et nos collaborateurs dans ces deux projets dont j'ai pas le temps de citer tout le monde, ainsi que les différents organismes subventionnaires. Et je voudrais encore remercier IEEE Sensor de m'avoir donné l'occasion de parler un petit peu de ces projets aujourd'hui. Merci. Bon, merci Ulrich pour cette belle présentation. Je pense que le temps des questions est arrivé. Donc, on va commencer peut-être par une question, Jérôme, une question en direct. Ulrich, tes matériaux, il faudrait quand même qu'ils aient une application dans le domaine des capteurs. Est-ce que tu penses que ça pourrait être de très très bons matériaux sensibles et pour quel type d'espèces? Bon, ce serait des espèces volatiles évidemment. Eh bien, très bonne question. Pour l'aspect de la capture d'eau, du coup, les éponges nanoporeuses qu'on a développées, sûr que quand on voit pour l'application de l'eau, ce ne serait pas forcément les meilleurs capteurs d'eau, parce que comme quand on regarde l'isotherme d'absorption, à faible humidité relative, ils ont une pente relativement faible, et leur majorité d'absorption se situe plus entre 40 et 60% d'humidité relative. Mais il pourrait très bien être applicable avec d'autres types de gaz comme le CO2 ou l'ammoniac, parce que ce genre de matériau peut avoir une affinité pour ces molécules gazeuses. Si on prend d'un autre côté les catalyseurs pour la conversion du CO2, eh bien, si je ne me trompe pas, le dioxyde d'étain métallique, c'est reconnu comme un matériau sensible pour la captation, pour les applications de capteurs de CO2. Donc, je pense que tout à fait, ça pourrait être des matériaux intéressants pour des matériaux sensibles. Et pour faire simple, il suffirait de les tester. D'accord, je te remercie. Amina? Oui, donc en fait, une des questions aussi, Ulrich, c'est quelles sont les prochaines étapes pour cette belle entreprise, start-up, on va dire. Oui, donc à Electrocarbone, ben là, on est en train de terminer une ronde de financement, et après, on va vouloir aller de l'avant avec la mise à l'échelle de notre technologie. Donc là, ce qu'on vise, c'est dans l'année qui vient, c'est développer ce qu'on appelle une unité Eco 100, donc un prototype une unité semi-commerciale qui va être capable de produire l'équivalent de 100 tonnes de sel de format par an. Donc ça, on est en développement technologique, et on va vouloir développer cette unité. Et ensuite, quand on aura réussi à valider à cette échelle-là, on voudra aller à une échelle commerciale, donc faire des unités plus grandes, ce qu'on appelle des Eco 5000, qui seront capables de synthétiser 5000 tonnes de sel de format par an euh, pour, euh, pour diverses applications. Mmh. D'accord. Donc, dans la continuité de cette question, Ulrich, Oui. est-ce que vous avez des interactions avec le milieu académique, en fait, pour aller de l'avant et tout ça? Oui. Oui, bien sûr. Puis c'est comme c'est même au cœur de notre projet, parce qu'on met beaucoup de valeur dans les différentes collaborations académiques. On a des contacts de nombreuses universités locales. Si je peux citer Polytechnique, l'Université McGill, l'Université de Sherbrooke, l'Université du Québec à Trois-Rivières et plusieurs autres, et aussi internationales. On est en contact avec l'Institut Fraunhofer en Allemagne. Donc, on met beaucoup de valeur sur nos collaborations académiques avec lesquelles on va pouvoir résoudre les différents défis technologiques qu'on a. J'en profite pour saluer Sylvain Coulombe et Jean-Luc Meunier, qu'on connaît un petit peu.
Bah oui, bien sûr. Et justement, ces collaborations, Ulrich, donc c'est des PhD ou c'est des stagiaires? Comment vous collaborez en fait d'une façon humaine, on va dire, avec... D'une façon humaine, eh ben, c'est comme ça varie beaucoup de la taille des projets, etc. Mais c'est comme il y a des post-doctorants. C'est comme selon la durée des projets, sûr qu'on va mettre en place des projets à plus long terme où il va pouvoir y avoir des doctorants, des stagiaires. C'est comme il y a pas mal de stagiaires post-doctorants en effet. D'accord, ok. Jérôme, peut-être? Oui, j'ai une petite question. C'est tes matériaux, si on avait à les utiliser sous forme de matériaux sensibles, parlons peu, parlons bien. Quelle forme, quel type de dépôt on pourrait faire? Spin, spray, frittage? Eh bien, pour Peut-être frittage qui va perdre beaucoup en termes de propriétés telles que la surface spécifique ou autre. ouais. Alors en termes de capteurs de gaz, déjà parce que si je prends les NPS de capture d'eau, une des premières étapes serait peut-être de réduire leur taille, parce que pour la capture d'eau, on travaille plus avec des particules micrométriques, parce que si on va dans des tailles trop basses, eh bien c'est pas forcément pratique de faire des couches épaisses de capture d'eau, ce qui est quand même c'est important de garder une certaine porosité entre les particules, donc de diminuer la tortuosité pour favoriser les cinétiques d'absorption d'eau. Par contre, pour du capteur de gaz, on peut travailler avec des couches beaucoup plus fines. Donc, on pourrait travailler aussi avec des particules beaucoup plus fines. Donc, ce qu'on pourrait envisager, ça serait ça pourrait être de les disperser dans une matrice polymère poreuse pour en faire comme tu disais, par exemple, un spin coating ou un dépôt de couche mince assez classique. OK. Amida? Oui, moi je vais continuer en fait aussi sur cette lancée d'applications, on va dire, à long terme, parce que Ulrich, tu as parlé, on va dire, d'un projet qui arrive là, donc l'installation de votre installation l'an prochain. Mais quelles sont les perspectives à long terme aussi? Oui, bah là, ce qu'on envisage, c'est de notre produit, c'est surtout des applications de déglaçants, donc déglaçants pour pistes d'atterrissage. Comme les selles de format, c'est déjà couramment utilisé sur les pistes d'atterrissage pour le dégivrage, parce que ça a des propriétés anticorrosives comparé à du sel de voirie assez classique qui viendrait abîmer puis dégrader tous les trains d'atterrissage, ce que les aéroports ne peuvent pas se permettre. Et en plus, c'est un produit qui a des propriétés c'est bénéfique pour l'environnement. Donc, comme ces perspectives, ça va être de venir remplacer dans les aéroports donc locaux ici, vu que le dégivrage, c'est quelque chose vraiment stratégique ici au Québec, de remplacer un produit qui est fabriqué de façon conventionnelle et polluante à l'autre bout du monde par un produit bénéfique pour l'environnement avec une production locale. Et ça va nous occuper pendant quelques années. D'accord. Et en parlant de ça, donc c'est une super bonne transition. Comment vous situez vos travaux dans toutes ces problématiques aujourd'hui, hein, le réchauffement climatique? Quelle est votre empreinte quelque part dans tout ça? Ce qu'on voit avec la problématique du réchauffement climatique, on entend beaucoup, c'est comme qu'il y a c'est comme des problèmes, c'est comme on voit une certaine inaction du côté politique, c'est comme on voit que ça génère beaucoup d'anxiété. Puis nous, c'est comme notre proposition, c'est aussi d'arriver plutôt avec une solution. Donc c'est de voir ça comme une opportunité de mettre en place des solutions pour des pratiques plus vertes, plus responsables et qui s'inscrivent dans une économie circulaire. Donc ça, c'est vraiment la vision qu'on a de notre projet. Puis après, on sait que notre projet va pas résoudre toute la problématique et va s'inscrire plus dans une multitude de différents projets.
on voit beaucoup d'initiatives se développer avec du CO2 pour le transformer comme dans plein de différentes affaires comme du jet fuel. C'est comme il y en a qui transforment ça en éthanol pour faire de l'alcool. Il y a plein d'applications différentes qui se mettent en place et ça va être une multitude de différents projets et applications qui va faire en sorte qu'on va pouvoir aller de l'avant. Mhm. D'accord. Alors moi, j'ai une petite question. Bon, comme je l'ai dit en tout début de séminaire, Ulrich, je le connais depuis longtemps. Il est parti de son master de Dijon sans financement, sans rien. Puis maintenant, il revient avec un postdoc et un prix quand même d'entrepreneuriat au Canada. Une start-up, c'est quand même pas mal. Ça fait énormément plaisir. Et moi, la question que je vais te poser, c'était une start-up. Quand est-ce qu'on dit qu'elle a duré assez longtemps pour être prise en compte comme une entreprise? Qu'elle passe le stade start-up entreprise. Je pense que ça va dépendre de son succès, du coup, de sa capacité à avoir un certain nombre d'employés, de générer des revenus, de vraiment pouvoir se développer, de mettre en place des projets à succès. Donc, on souhaite vraiment pouvoir en arriver là dans les prochaines années. Amida, des questions? Moi, c'est plutôt par rapport à, on va dire, à ce challenge, à cette aventure. Quels sont les conseils que tu pourrais donner, Ulrich, aux jeunes qui nous regardent, en fait, s'ils ont des idées en tête et comment ils peuvent aller de l'avant pour cet esprit d'entrepreneuriat, on va dire. Tout à fait. La première chose, je dirais, c'est de se lancer. Parce que c'est comme, ça peut être assez effrayant au début, à premier abord, mais c'est comme il faut se lancer. Et surtout, c'est comme s'entourer des bonnes personnes. C'est comme aller chercher du monde autour de soi c'est comme qui chacun ont leur expertise pour pouvoir aller de l'avant. Développer un bon réseau de contacts au fur et à mesure, localement, internationalement, pour, euh, pour aller de l'avant. D'accord. Donc, en gros, il faut être bien entouré, c'est ça, hein? Oui, très bien entouré. D'accord. Et ne pas hésiter à adhérer à I3E Sensor France, bien sûr. Voilà, je pense que moi j'ai posé toutes les questions en fait, Jérôme. Je ne sais pas si tu as d'autres questions de ton côté. Retour de questions. Je pense que mes collègues sont pris par le froid. Bien sûr, un froid dijonnais ou un bordelais. Enfin, le dijonnais, il est à -6 avec beaucoup de brouillard. Mais Ulrich, fais-nous rigoler là. Enfin, fais-nous mal surtout. T'as quelle température et quelle météo? Là, il fait -13, donc pas très froid pour la saison. C'était relatif. Non, on attend un -30 cette semaine et on va avoir un 25 cm de neige aujourd'hui. D'accord. Donc le prix tout va bien. va encore augmenter là-bas, d'accord. Super. Et de la fait la neige. Déjà. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Encore merci Ulrich. Merci à vous. Un grand merci, voilà, d'avoir accepté, Ulrich, à participer à notre chapitre E3E Saint-Saulve France. Voilà, donc tu as participé à la région 8. Et voilà, merci beaucoup. Et nous espérons vraiment le meilleur pour cette start-up qui va devenir une entreprise et qu'on entend parler de tes matériaux dans les stations, dans les aéroports, on va dire, un peu partout. Et à ce Voilà, on a tiré les photos quand tu étais étudiant. Non, je rigole. Encore merci. N'hésitez pas à nous transmettre vos propositions de séminaire. Elles sont toujours les bienvenues. On en a reçu déjà quelques-unes. Vraiment, manifestez-vous et à très bientôt.